Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans une série de documents vraiment passionnants. Ils posent une question assez vertigineuse en fait. Que devient l'histoire de l'art quand l'intelligence artificielle entre en jeu? Les sources nous emmènent de l'archive un peu poussiéreuse jusqu'à l'algorithme. Et notre mission, c'est de comprendre ce que ça change pour les musées, pour les chercheurs, et puis pour nous tous face à une œuvre. Absolument. Et ce qui est frappant, dès le début, c'est que les documents ne parlent pas du tout d'une rupture brutale. Ah non? Non, au contraire. Ils présentent l'IA plutôt comme un nouveau chapitre, le nouveau chapitre d'une très longue histoire, où en fait la technologie a toujours été un moteur pour la discipline. D'accord. C'est une évolution, pas une invasion. D'accord, une évolution. Mais alors, avant de se projeter, les sources nous proposent un retour en arrière. L'idée, c'est que l'IA ne sort pas de nulle part. C'est ça. Mais est-ce qu'on peut vraiment comparer, je sais pas, une gravure sur cuivre du XVIIIe siècle avec un algorithme de deep learning? L'échelle, elle n'est pas totalement différente. C'est une excellente question, et c'est vraiment au cœur du débat. Prenons l'exemple de 1767, avec Johann Winkelmann. Mhm. Ces gravures sur cuivre, pour la première fois, elles ont permis de diffuser des images standardisées de sculptures antiques dans toute l'Europe. Ah oui, donc un chercheur à Paris pouvait voir la même chose qu'un chercheur à Rome. Exactement. C'était une sorte de mise en réseau de la connaissance. Une première base de données visuelles partagée, si on veut. Je vois, ça a créé un langage commun. Mais ça restait figé sur une page, quoi. Précisément. Et c'est là qu'arrive la deuxième étape, au 19e siècle, la lanterne magique. D'accord. Et là, soudain, dans les amphis, l'histoire de l'art, ce n'est plus une description qu'on lit, c'est une narration visuelle. On projette des images. On projette, on les enchaîne, on raconte une histoire. L'art devient un spectacle. Et puis arrive la fameuse diapositive 35 mm au XXe siècle qui a tout changé. Oui, c'est elle qui permet de juxtaposer sur un mur une sculpture africaine et un Picasso, de créer des dialogues visuels qui étaient impossibles avant. Le fameux musée imaginaire d'André Malraux. C'est exactement ça. Et si on suit cette logique, l'IA et la vision par ordinateur sont la suite naturelle. D'accord. Chaque technologie a résolu un problème. La gravure, la diffusion, la diapo, la comparaison. Et l'IA? L'IA, elle, s'attaque au problème de l'échelle. L'œil humain, il peut comparer 10, 100, allez, 1000 images. L'IA peut en comparer des millions en quelques secondes. C'est une autre dimension. Complètement. Mais le principe de fond, et ça toutes les sources insistent dessus, reste le même. C'est un outil qui augmente la capacité humaine. Il ne la supplante pas. Je comprends cette idée de continuité, mais est-ce que c'est pas un peu optimiste? Un algorithme qui analyse des millions d'images, il prend des décisions de classification d'une manière qui peut nous échapper. Il n'y a pas un risque de perte de contrôle? Le risque existe et on y reviendra en parlant d'éthique, c'est certain. D'accord. Mais pour l'instant, si on reste sur la méthode, l'IA accélère une pratique qui existe déjà. Et cette évolution des outils, elle entraîne logiquement une évolution des institutions. Ce qui nous amène au musée. Ce qui nous amène au musée. Donc si la technologie change, le musée doit suivre. Les documents opposent deux visions du musée, une vision héritage et une vision innovation. C'est quoi ce choc? Alors, le modèle héritage, c'est celui du 19e siècle. Le musée universel, un peu encyclopédique. C'est un lieu impressionnant, un dépôt d'œuvres, mais où la narration est à sens unique. L'institution sait, le visiteur écoute. C'est ça. Une transmission de savoir très verticale, monolithique. Le visiteur est un observateur passif. Le fameux cartel à côté de l'œuvre qui nous dit quoi penser. Voilà. Et face à ça, le modèle innovation, c'est un musée qui se pense comme une plateforme. Une plateforme? Ouais. Il n'est plus statique. Il est dynamique, co-créatif. Le visiteur n'est plus un réceptacle, il est au centre. L'expérience devient un dialogue. Et comment l'IA, concrètement, elle permet de créer ce dialogue? De plein de façons. La vision par ordinateur, par exemple, peut révéler ce qui est invisible, les dessins sous une peinture, les repentirs de l'artiste. Ah oui, l'histoire de la création de l'œuvre. Voilà. Mais elle peut aussi créer des liens inattendus. Un algorithme peut analyser des milliers de motifs et rapprocher une poterie péruvienne d'un textile japonais. Il ne dit pas qu'il y a une influence. Non, mais il invite à se poser la question. Le musée devient un espace d'enquête. Et pour que cette interaction fonctionne, il faut que tout le monde puisse participer. Les sources insistent beaucoup sur l'accessibilité. C'est un point crucial. Un musée ne peut pas être une plateforme de dialogue s'il a des barrières. Et la première, c'est la langue. Mhm. Des institutions comme le Louvre ou le Museum of New Zealand travaillent sur la traduction neuronale instantanée ou sur des chatbots multilingues. La barrière de la langue s'efface. Mais il n'y a pas que la langue. Les sources parlent de neurodiversité, d'inclusion sensorielle.
Ça, c'est beaucoup moins courant. Oui, et c'est passionnant. Pour une personne autiste ou avec un TDAH, un musée peut être un environnement très agressif. Le bruit, la foule, les lumières. C'est une surcharge sensorielle. Exactement. Et l'IA permet de créer des outils pour gérer ça. L'exemple phare, c'est la Sensory Friendly Map du Metropolitan Museum of Art. Une carte sensoriellement amicale. C'est-à-dire, C'est une appli qui, en temps réel, analyse la fréquentation, le bruit, la luminosité dans chaque salle. en temps réel. Oui, et elle identifie les zones calmes, peu fréquentées, moins éclairées. Le visiteur peut alors planifier un parcours sur mesure pour éviter la surstimulation. C'est incroyable, ça change tout. On pense à l'accès pour les personnes à mobilité réduite, mais on oublie complètement cette dimension sensorielle. On passe d'un musée qui s'adresse à une norme à un musée qui s'adapte à chaque individu. Et cette adaptation, j'imagine que ça mène à l'étape suivante, l'hyper-personnalisation. Logiquement, oui. C'est là qu'arrive ce concept de conservateur virtuel. On jette nos vieux audioguides. C'est un peu ça. Fini l'audioguide générique avec son commentaire unique. L'idée, c'est d'utiliser des grands modèles de langage, comme GPT-4, pour créer une narration qui s'adapte en temps réel. Attendez, ça veut dire que si je suis devant la Joconde avec mon fils de 10 ans, on n'entendra pas la même chose. Exactement. L'application connaîtrait vos centres d'intérêt, votre niveau de connaissance. Pour votre fils, elle pourrait se concentrer sur l'histoire du vol du tableau, en faire une aventure. Pour vous, elle détaillerait la technique du sfumato. C'est fascinant. C'est de la science-fiction ou ça existe déjà? Ça existe déjà en partie. La Civic Art Gallery d'Ascoli en Italie utilise GPT-4 pour ses visites virtuelles. Et le Smithsonian aux États-Unis l'utilise pour autre chose. Il identifie dans ses collections des récits sous-représentés, d'artistes femmes, de minorités, et il les propose aux visiteurs pour diversifier les parcours. D'accord. Et tout ça est souvent couplé à la réalité augmentée, la RA. Ah oui, C'est un outil de personnalisation, mais avec une philosophie différente de la réalité virtuelle. La VR nous isole. La RA ancre le numérique dans le monde physique. on regarde l'œuvre à travers son téléphone et des informations se superposent. C'est ça. Et là, les exemples sont spectaculaires. J'ai lu dans les notes que le musée de l'Acropole à Athènes s'en sert pour recolorer les statues antiques. Précisément. On oublie que ces marbres blancs étaient peints de couleurs vives. La RA superpose ces couleurs perdues. On ne voit plus une ruine, on voit l'œuvre telle qu'elle était. L'effet doit être saisissant. Ou au Van Gogh Museum, on peut entrer virtuellement dans son atelier. Le Chinatown History Project superpose des photos d'archives sur les rues actuelles. On voit le passé et le présent en même temps. On n'est plus dans une lecture passive, on est dans une expérience. C'est ce que les sources appellent un apprentissage incarné. L'interaction physique ancre la connaissance bien plus efficacement qu'un texte. La rétention d'informations est bien meilleure. Et cet apprentissage incarné, il ne transforme pas que le visiteur, j'imagine. Ça doit être un outil phénoménal pour les chercheurs eux-mêmes, non? C'est la transition parfaite. Car oui, le tournant computationnel, comme l'appellent les sources, redéfinit complètement les outils du chercheur. On a un choc entre deux méthodes. La tradition et l'innovation, c'est ça? Exactement. D'un côté, la tradition, le connoisseurship, l'œil de l'expert, l'analyse qualitative, des mois dans les archives. De l'autre, l'innovation, l'analyse quantitative à grande échelle. C'est le distant reading. On ne lit plus un livre, on analyse les données de 10 000 livres à la fois pour y déceler des motifs invisibles à l'échelle humaine. D'accord, mais concrètement, elle ressemble à quoi la nouvelle boîte à outils du chercheur? Elle est très variée. Pour la transcription, un outil comme Transcribus peut déchiffrer des manuscrits anciens en quelques heures. Un travail qui prenait des mois. Des mois, oui, pour la recherche bibliographique. Des plateformes comme Elicit ou Iris.ai analysent des millions d'articles pour cartographier un champ de recherche. C'est comme avoir un assistant de recherche omniscient. Presque. Et pour l'analyse des œuvres, on a des logiciels comme Voyant Tools, qui peut analyser 50 ans de critique d'art sur un peintre pour voir comment le vocabulaire a évolué. Les sources donnent un cas d'étude très parlant sur la recherche de provenance. C'est un vrai casse-tête pour les musées, ça. C'est un travail de détective. Reconstituer le parcours d'une œuvre à partir de reçus, de lettres, de catalogues. C'est très fragmentaire. Et là, l'IA aide comment on y a? Elle peut traiter en masse ces documents non catalogués. Et surtout, elle excelle à identifier des réseaux. Elle connecte un marchand à Berlin dans les années 30, un collectionneur en Suisse, une vente à New York. C'est un outil surpuissant pour repérer des œuvres qui ont pu être pillées. On touche là à l'attribution. Comment une machine peut-elle aider à dire « ce tableau est de Rembrandt » ? C'est le domaine de la vision par ordinateur. Elle analyse ce que les experts appellent le ductus, Le ductus, la signature gestuelle de l'artiste, le coup de pinceau, la pression, la vitesse.
Un réseau de neurones est entraîné sur des centaines d'œuvres authentifiées pour apprendre à reconnaître ce ductus. Et ça va au-delà de l'authentification, j'imagine? Oui, dans les ateliers de la Renaissance, le maître ne peignait pas tout. L'IA peut aider à distinguer sa main de celle de ses assistants sur une même toile. Le projet Operation Night Watch du Rijksmuseum l'utilise sur la ronde de nuit. C'est un point essentiel, ça. Ça désamorce la peur du grand remplacement de l'expert par la machine. C'est exactement la conclusion de toutes les sources sur ce point. La note critique est claire. Ces outils fournissent des preuves empiriques pour soutenir le jugement de l'expert. Pas pour le remplacer. Jamais pour le remplacer. L'IA peut dire il y a 95% de probabilité que ce soit de Rubens, mais l'interprétation finale de cette donnée reste humaine. Bon, tout ça a l'air formidable, mais on sent bien qu'il y a des contreparties. Les documents consacrent une large part aux défis éthiques. Le premier, c'est le fameux biais algorithmique. C'est le risque principal. Un algorithme, est-ce qu'on lui donne à manger? Si on l'entraîne surtout sur l'art occidental, fait par des hommes blancs, il va apprendre que l'art important ressemble à ça. Et donc il va reproduire ces préjugés? Pire, il va les amplifier. Les artistes femmes, les artistes non occidentaux, ils risquent d'être encore plus invisibilisés. Et comment on lutte contre ça? Les sources parlent de la nécessité d'une IA réflexive. Ça veut dire faire des audits éthiques des bases de données, reconnaître les déséquilibres et les corriger. C'est un énorme travail de curation des données. D'accord. Deuxième gros problème, la confidentialité des visiteurs. Toutes ces applis de personnalisation, ça veut dire qu'on nous suit à la trace dans le musée. C'est la question piège. Pour s'adapter, le système a besoin de données. Où on va, combien de temps on reste. Le risque, c'est que le visiteur devienne un produit. La parade, c'est quoi RIM? La transparence et le consentement. Sur le modèle du RGPD, le visiteur doit savoir quelles données sont collectées et pourquoi. Et puis, il y a l'anonymisation des données. C'est ce que font le British Museum ou le Rijksmuseum. Et enfin, le nœud gordien du droit d'auteur. Pour entraîner ces IA, il faut des millions d'images d'œuvres protégées. On fait comment? C'est une tension juridique complexe. La recherche a besoin de l'open access, mais il y a la propriété intellectuelle des artistes. J'imagine que la réponse n'est pas la même partout. Pas du tout. Aux États-Unis, le fair use est assez souple. Dans l'Union européenne, c'est plus strict pour protéger les créateurs. La question reste ouverte. À qui appartient la connaissance générée par l'IA? Le débat ne fait que commencer. Alors, si on met tout ça bout à bout, ça veut dire quoi pour la prochaine génération? Comment est-ce qu'on enseignera l'histoire de l'art demain? Les compétences changent radicalement. Les sources décrivent un passage du par cœur au prompt engineering. C'est-à-dire? L'important n'est plus seulement de mémoriser, mais d'apprendre à poser les bonnes questions à ces systèmes d'IA. Comment formuler une requête pertinente? Comment déceler les biais dans la réponse? L'IA devient donc un partenaire de réflexion, pas une encyclopédie? C'est l'idée de l'échafaudage intellectuel. On ne lui demande pas de rédiger un essai, mais on l'utilise pour trouver des sources, structurer un argument. C'est un outil pour aiguiser sa propre pensée critique. Tout ce qu'on a vu semble converger vers une idée centrale, que les documents appellent l'intelligence collaborative. C'est un peu la grande synthèse. C'est exactement ça. On peut se le représenter comme un triangle. Un pôle, c'est l'expérience du visiteur, qui devient plus empathique, plus adaptative. D'accord. Un deuxième pôle, c'est la recherche, où l'érudition de l'expert est amplifiée par le big data. Et le troisième pôle, essentiel, c'est l'éthique, la responsabilité qui doit guider les deux autres. Donc une technologie guidée par l'humain. Voilà, la conclusion de toutes les sources est la même. Le but final, ce n'est pas l'automatisation de l'histoire de l'art, c'est l'augmentation de la capacité humaine à voir, à comprendre et à interpréter la culture visuelle. C'est une vision qui se veut optimiste sur les possibilités, mais en même temps lucide sur les garde-fous à mettre en place. Tout à fait. Il y a une citation de James Hudson qui conclut la présentation et qui résume parfaitement ça. Ah oui. Il dit le tournant computationnel n'est pas une rupture, mais la prochaine étape dialogique d'une tradition d'ingéniosité méthodologique. En d'autres termes, l'IA est juste le dernier outil en date. Le dernier outil d'une discipline qui a toujours su se réinventer. Et ça nous laisse avec une question pour la suite, peut-être. On a vu comment l'IA peut révéler les histoires cachées des objets, des artistes, mais en apprenant aux machines à regarder l'art, qu'est-ce qu'on leur apprend sur nos propres valeurs, nos préjugés, nos angles morts? Et au final, qu'est-ce que leur vision pourrait bien nous apprendre sur nous-mêmes?